Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Et oui, mon invitée est là, pas de l'autre côté de l'écran, elle est à côté de moi, je la touche. Corinne Dossat, que vous connaissez peut-être déjà, une autrice, grande autrice avec énormément de création, de créativité, et on va revenir dessus bien sûr. Mais une question que j'adore poser à tous mes invités. Corinne, qui es-tu? Alors, je pense que ma définition de qui je suis est en train d'évoluer parce que maintenant, quand on me demande qui je suis Mhm. d'abord et j'essaie d'être pleinement de plus en plus. Et mon objectif est d'avoir de plus en plus d'instantanés, de moments où je réalise que je suis. Parce qu'en réalité, on est sans être. Mhm. Et mon objectif, c'est de réaliser de plus en plus que je suis. Sinon, je suis quelqu'un qui aime les autres, vraiment, réellement, totalement. Je suis vraiment. Les autres me le disaient avant que j'étais un être d'amour et je le vois. Je me disais non, c'est trop. Non, non, aujourd'hui, je l'assume. Je suis vraiment quelqu'un qui aime son prochain, qui aime l'être humain, qui aiment les femmes. Je les trouve magnifiques, les femmes. Je trouve que ce sont des êtres exceptionnels. Je trouve que Dieu a eu tellement d'imagination quand il a créé la femme. Désolé, messieurs, mais je trouve qu'il a eu tellement plus d'imagination quand il a créé la femme. Je suis donc quelqu'un qui aime les autres et qui a une grande admiration et une grande affection pour les femmes. J'aime bien ce mot d'affection pour les femmes. Et puis, bon, ben, accessoirement, pour égayer ma vie et la rendre joyeuse, ben, j'écris. J'écris, je suis auteur de plusieurs romans et quand j'écris, j'aime pas trop le mot écrivain, je me sens pas à la hauteur, encore un petit complexe. Le mot d'auteur, oui, pourquoi pas, mais je suis foncièrement romancière. Je suis une raconteuse d'histoires. Je pars, je raconte une histoire à partir de tout et n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime et que j'aime faire raconter des histoires aux petits, aux grands, aux personnes âgées. J'aime raconter des histoires. Et puis je suis une chef d'entreprise aussi. Yes. Voilà. C'est ça qui est chouette, c'est que tu vas pouvoir nous nourrir de toutes tes facettes. Et je confirme que tu aimes les humains, que tu affectionnes les humains, parce qu'on l'a dit récemment, dans toutes les photos où tu es en train de faire un câlin à quelqu'un. Je m'en rends même pas compte tellement c'est instantané chez moi. Je me rappelle, on avait créé avec deux amis un club qu'on avait appelé le Club des Joyeuses. Je m'en rappelle, oui. Voilà. Et la première règle du Club des Joyeuses, c'était les hugs. Dès que tout le monde, il n'y avait pas de salut par la tête, il n'y avait pas de serrage de main, c'était les hugs.
Et je me rappelle très bien de deux femmes magnifiques qui ne voulaient pas faire que ça passait pas. Et moi, je les prenais, je les serrais contre moi. Et je les sentais raides comme la justice, comme ça dans mes bras. Et au fur et à mesure, au fil des semaines, j'ai senti, et ça a été assez rapide, hein, je les ai sentis se détendre. Et ensuite, c'est elles qui venaient m'enlacer et enlacer les autres. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. Avant d'aller plus loin, j'ai oublié le rituel du podcast ici. C'est quand j'ai un ou une invitée, c'est que vous nous partagez en 2 minutes un outil, un exercice que vous faites pour revenir à l'intérieur, dans le fameux je suis. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu nous proposes, par exemple? En fait, le plus simple, le plus bête, l'exercice le plus, c'est vraiment le silence. C'est-à-dire qu'en réalité, ce mot-là, on le prononce, mais on ne lui donne pas son sens. Réellement. Je ne sais plus qui disait que le silence est rempli de réponses. Le silence n'est pas vide, il est rempli de réponses. Et quand on veut vraiment s'exercer au silence, juste prendre 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes et vraiment fermer les écoutilles et être que dans le silence, réellement, il n'y a pas besoin de plus pour revenir à soi. Et surtout, ce qui est extraordinaire, pour avoir des réponses, même à des questions qu'on ne pensait pas s'être posées. Vraiment, pour moi, c'est encore aujourd'hui le meilleur exercice. Comme ce qu'on vient de faire dans la forêt, là. Complètement. Complètement. Je rêve de cure longue de silence. J'aimerais vraiment faire ça. Oui, de longue cure de silence. C'est tout simple comme outil, mais on vit dans un monde où ce qui est simple, on ne lui accorde pas de valeur et on n'y pense pas. Si on dit oui, il faut faire ci, se lever à 5 heures du matin, toucher 3 objets, faire ci, là, on dit Morning Miracle, ça remplit. Voilà. Alors que juste le silence. Alors, je vous invite du coup à faire pause et à vous offrir peut-être 1 minute de silence ou 5 minutes pour revenir justement depuis ce nouvel espace. Parce que nous, on a déjà fait notre exercice. Là. On était dans la forêt juste avant. Et merci pour ton partage. Et, tiens, je vais raconter comment on s'est rencontrés. Ça a été plusieurs rendez-vous comme ça, non pris. À l'époque des confinements, on habitait dans la même ville et on s'est retrouvés dans le circuit journalier. On avait droit à 1 heure par jour, là, vous vous rappelez. Et on se croisait, donc salut. Moi, j'avais déjà entendu parler de toi. Peut-être parce qu'on a la même maison d'édition pour tes livres. Erol, ouais. Et moi, je te voyais dans mon paysage. Je te voyais dans mon paysage. En fait, tu m'étais familière avant que je ne te rencontre. Oui, c'est ça. Mais il y a des visages comme voilà. Ça. On a l'habitude. Donc, le jour où on s'est rencontrés réellement, pour moi, je n'avais pas l'impression que c'était la première fois qu'on se voyait parce que tu faisais déjà partie de mon monde et de ma famille. Parce que quand je dis familière, c'est vraiment la famille au sens large. Je crois qu'on a des choses en commun et que d'une certaine manière, on fait partie d'une certaine famille. Donc, cette rencontre était juste simple et évidente. Exactement. Et puis, ça s'est un peu accéléré il y a quelques semaines puisque tu es venu dans mon spectacle. Tu m'as offert ton livre aussi lors d'une répète. Et du coup, voilà, tac. On s'est dit, allez, c'est le moment. Voilà. Mais ce qui est génial, c'est que rien n'a été forcé. Tout a été d'une fluidité absolue. Fluidité absolue. C'est ma petite sœur. C'est ma grande sœur. Et alors, moi, ce qui me passionne dans ton parcours, et ça, j'adore en fait, rencontrer des personnes qui ne rentrent pas dans les cases. Et c'est l'un de mes pourquoi aussi aujourd'hui. J'aime accompagner du coup des femmes qui ne se retrouvent plus dans leur case. Et ce que j'ai entendu par bribes de toi, tu as travaillé à la banque. Tu es originaire, tes parents sont originaires du Bénin, tu vis en Guadeloupe, tu as vécu en métropole. J'ai eu un restaurant pendant 14 ans. Ah, mais on va découvrir plein de choses. Par où on commence alors, du coup? On commence par une petite fille nommée Corinne et qui est née au Bénin, qui a grandi au Bénin jusqu'à l'âge de 15 ans et qui a dû quitter le Bénin pour des raisons politiques, parce que mon père était un intello et qu'à un moment au Bénin, sous le régime communiste, c'était une insulte, être intello. Et donc, on a dû quitter le pays et l'épouse de papa que j'appelle maman est bretonne, donc on s'est retrouvés en Bretagne. Donc, j'ai fait mes études à Rennes.
Et puis, moi, je suis partie ensuite à Paris, parce que j'avais rencontré un Guadeloupéen. Et j'ai fait des études de sciences éco, par contre, parce que mon père voulait, enfin, mon père, c'est vraiment un intello, comme je t'ai dit, il voulait que tous ses enfants fassent de longues études. Mais moi, mon désir d'enfant, c'était la cuisine. Ah ouais. Ah oui, vraiment, mon père avait deux cuisiniers au Bénin et quand ils rentraient, j'entendais leur mobilette qui pétaradait depuis On le a ça en début de Inde la aussi. rue. Oui, voilà, le tac, 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 tu sais exactement Ouais. où est-ce qu'il en est du chemin. Dès qu'ils arrivaient avec les paniers remplis de fruits, de légumes, de poissons frais, je courais avec eux à la cuisine et j'étais curieuse de tout, de tout, de tout, contrairement à mes sœurs et à mes frères. J'étais vraiment la seule. Ouais. Et donc, ils m'initiaient, etc. Et j'avais vraiment une passion pour la cuisine. Je trouvais petite fille extraordinaire qu'on amenait ces trucs-là, comme ça, ces légumes séparés. Et c'est devenu ce mets magnifique qui est sur la Ouais. table. Et sauf que quand, au moment de mon bac, j'ai dit à mon père, je voulais faire la cuisine. Ouais. Il n'a pas. Mon seul choix, ça a été, tu choisis quelle maîtrise tu veux faire à l'université. C'était Il n'a pas réglé, maîtrise hein. cuisine. Il n'y avait pas de discussion. Donc, je me suis retrouvée en sciences éco. Donc, j'ai travaillé à la banque à Paris. J'ai pas détesté. Et c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment une question d'humain et d'humanité. Ouais. J'étais vraiment dans le secteur bancaire, oui, que je n'avais pas choisi, non. Mais j'étais dans un cercle de collègues où il y avait beaucoup de, Soutien. oui, beaucoup de soutien, vraiment, beaucoup de bienveillance. Et puis, je rencontre un Guadeloupéen, on se marie, on a 2 enfants. Et on vient vivre en Guadeloupe. J'ai gagné parce que lui voulait aller au Oui. Bénin. Et j'ai gagné la Guadeloupe à pile ou face. Et je me retrouve donc à la banque ici naturellement et j'ai détesté. J'ai détesté. Ouais. Voilà. Parce qu'il n'y avait plus cette bienveillance, il n'y avait plus cette solidarité, etc., cette manière de travailler ensemble. Il n'y avait pas ça. Et j'ai donné ma démission et j'ai dit, maintenant, j'ouvre mon restaurant. Donc, j'ai donné ma démission le 1er juin et j'ai ouvert mon restaurant le 11 juillet. Ah oui, t'as pas perdu de temps, toi. Le 11 juillet, j'ouvrais mon restaurant dans des circonstances assez extraordinaires. Et ça a marché tout de suite et j'ai eu ce restaurant pendant 14 ans. Waouh. 14 ans. Où est-ce que tu allais chercher cette force? Parce que souvent, on me pose la question, oui, alors c'est bien de décider de changer à 180 degrés de métier, mais c'est quand même un sacré saut dans le vide. Toi, c'est quoi qui t'a animé? Alors, je dis que j'ai une chance extraordinaire. Je crois que j'ai une grande part d'inconscience en moi. Ah, C'est-à-dire que je suis vraiment du genre, il y a une idée qui vient à 9 heures, à 11 heures, elle peut être implémentée. Et c'est après que je me dis, mais quand même, ah oui, quand même. qu'est-ce que tu as fait? Ah, Mais j'ai cette chance, parce qu'aujourd'hui, je réalise vraiment que c'est une chance, de ne pas réfléchir avant de passer à l'action. ouais. Je suis une femme d'action et quand j'ai quelque chose, je fonce. Et c'est Mm. après coup que je réalise, mais c'est trop tard. Ouais. Et Mais je c'est suis fait. déjà lancée et c'est fait. Donc, en fait, moi, je n'ai pas eu à me poser. Et à chaque fois que j'ai changé de carrière professionnelle ou d'orientation, à aucun moment je n'ai réfléchi. Ouais, d'accord. Donc, je te disais, je me lance sans trop de réflexion. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui, quand je sens des personnes qui ne sont pas à leur place et qui me demandent conseil, parce que je ne sais pas pourquoi, on vient souvent, les gens viennent me parler de leurs problèmes ou me demander T'es conseil. conseillère d'orientation. C'est pas que je demande rien. C'est ça qui me permet vraiment, quand j'ai décelé leur potentiel, de leur dire, lance-toi. Puisque je leur dis, tu vois, moi, il m'est rien arrivé. Ouais. Je l'ai fait et pas qu'une fois, je l'ai Ouais. fait 3, 4, 5 Donc fois voilà, dans ma après vie. le restaurant, Et donc, après le restaurant, une fois que j'ai fermé le restaurant, par contre, c'était où? c'était à Mornalo ensuite. D'accord. Et après, j'ai eu un deuxième aux Abîmes. Pendant 3 ans, j'en ai eu 2. Ok. Et donc, après le reste, par contre, je m'étais fait une promesse, c'est que si je viens en Guadeloupe, je ne travaille que dans les domaines qui me plaisent. Ouais. Il est hors de question. Le travail alimentaire, c'est pas pour moi. Mm. Il y a plein de fruits, on va se nourrir de fruits dans le pays, mais voilà. Et donc, forte de ça, de ce présupposé, quand j'ai fermé le restaurant, j'avais 3 ans avant la fermeture du restaurant acheté un appartement que j'avais mis en gestion locative, en location saisonnière. Et donc, je ferme le restaurant, je me dis, bon, écoute, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais en attendant, déjà, je me donne le temps de réfléchir et je me dis, tiens, je vais récupérer cet appartement puisque c'est pas la peine qu'ils soient en agence, j'ai le temps de m'en occuper.
Et là, je me lance dans la location saisonnière et coup de cœur. Parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans. Je rencontre un Tchèque aujourd'hui, un Russe demain, un Breton après-demain, un Gabonais ensuite. Je suis hyper bavarde. Ouais. Donc, tu échanges, Le tu monde entier t'enrichis. vient à toi. Le monde entier vient à toi et je leur parle de cette île, mais que j'aime de tout mon cœur. Et comme c'est dans un bel endroit, voilà, j'ai vraiment aimé ça à tel point que je crois que un mois après, 3 semaines après, je vois que la voisine avait un appartement qui était tout le temps vide. J'ai demandé au gardien son numéro de téléphone, je l'ai appelé, je l'ai quasiment convoqué, je lui ai dit, écoutez, madame, donnez-moi votre clé parce que moi, j'ai trop de monde, vous avez personne. Et la dame qui ne me connaissait pas, elle a sorti son portefeuille, elle a dit, tenez. J'ai commencé à gérer son appartement aussi. Et en 6 mois, je me suis retrouvée avec 10 biens. Et la seule que j'ai démarquée, c'était la première. Ouais. Toutes les autres sont venues. Je ne sais même pas parfois. C'est magnétique, quoi, en fait, chez toi. Voilà, c'est ça. Vraiment, la seule, ça a été ma voisine. Tous les autres sont venus. Je me suis lancée dedans, j'ai adoré l'activité, sauf que, voilà, à un moment donné, ouais, ça à un moment donné, je ne m'étais pas organisée. Voilà. J'ai dû tout stopper parce qu'il y avait trop de travail. J'ai tout arrêté. J'ai donné tous mes biens, sauf 2, à un collègue. Je me suis posée pendant 2 mois de réflexion et j'ai dit, OK, je recommence, mais cette fois-ci, je sélectionne mes biens, je m'entoure. Et donc, voilà. Et j'ai commencé ça comme ça. Et puis, ben, l'écriture comment ça arrivé est arrivée, en fait, assez brutalement. Parce que j'ai toujours écrit quand j'étais enfant. Toujours, toujours. Je viens d'une famille quelque chose vraiment oui, où le livre, c'était un objet, mais vraiment du quotidien dans ma famille. Mon père était journaliste passionné. Et puis, j'ai toujours écrit. Et puis, j'ai été mariée, donc, et pendant mes 25 ans de mariage, j'ai pas écrit une ligne. Pas une seule ligne. Ou alors, quand j'écrivais, je le déchirais ou je le brûlais aussitôt après. Ah ouais. Ça, c'est bien après que j'ai compris pourquoi, mais c'était automatique. Okay. Et toute cette période, ben, j'ai quitté. Donc, j'ai déserté mon mariage la veille de mes 25 ans de mariage. Et là, l'écriture est revenue tout de suite. J'étais à un séminaire de développement personnel et l'idée s'est imposée. Et le lendemain, j'entamais l'écriture de mon premier livre. Wow. Et j'ai pu arrêter. C'est une thérapie pour toi. Ah non, mais complètement. Moi, je dis, les psys, ils n'auront jamais mon argent. Et en fait, d'ailleurs, je vais parler après de mon expérience de la lecture de ton dernier livre, mais oui, pour moi, c'est un livre médecine. Oui. Tu sens que ça vient toucher des endroits, ça vient guérir des espaces, et on le sent. Et toi aussi, du coup, tu le vis pendant la phase d'écriture. Voilà, je le vis pendant ma phase d'écriture et tous mes romans, c'est vraiment ce qui ressort le plus. On me fait un compliment en me disant que mon écriture est fluide et que ça se lit facilement. Et systématiquement, la deuxième remarque, c'est mon Dieu. Et des fois, c'est vraiment fascinant l'écriture parce que ça atteint les autres à des endroits que vous n'auriez même pas imaginé. J'ai des témoignages. Quand elle me dit, voilà, j'ai vu ça dans ton livre et j'ai réagi de telle manière, j'ai changé telle chose. Je suis là, je me dis, j'ai mis ça dans mon bouquin. Je dis, mais elle est sérieuse, là, on parle vraiment du même livre. Mais vraiment, j'en ai une, par exemple, avec un rayon de soleil entre nos vies, qui a décidé de quitter la France pour aller vivre ailleurs, à partir de ce livre. Non, mais c'est fou, comment impressionnant comment on peut impacter et se relier aux autres dans leurs émotions. Et pour moi, c'est juste assez, c'est vraiment extraordinaire. Donc, l'écriture, voilà, c'est ma thérapie, c'est ma joie, c'est mon bonheur, c'est mon amusement parce que je rigole beaucoup en écrivant. Je ris, je pleure, je vis les émotions de tous mes personnages. Ah, mais complètement. Ils viennent à toi. Complètement, complètement. Il m'arrive d'écrire et de dire, mais il fait quoi celui-là? C'est vraiment, en même temps, à certains moments, on a l'impression qu'on a tout pouvoir parce qu'on a droit de vie et de mort sur les personnages. Oui, on est un peu dur. On est dur. À un moment, quand on écrit, on décide de changer la trajectoire, de changer son destin. Et puis d'autres fois, il vous échappe totalement. C'est eux qui viennent à toi et qui disent non, c'est pas ça, Corinne. C'est ça. Et je suis obligée de les suivre et de voir où ils vont me mener. C'est vraiment, je vis des choses assez étonnantes. Et bon, je sais que je suis pas zinzin, parce que quand je discute avec les autres auteurs, ça revient beaucoup. Donc, non, l'écriture, pour moi, c'est quelque chose que j'ai compris. Pourquoi je n'avais pas écrit pendant ces 25 années? Parce que je devais protéger mon écriture. J'avais peur qu'on me l'abîme. Et comme une maman qui instinctivement
protège son enfant ou son œuf, sans le savoir inconsciemment, j'ai protégé cette partie de moi parce que si on l'abîmait, je ne sais pas si on serait là en train de parler aujourd'hui. Et puis c'est revenu. Dès que tu t'es libérée. Dès que je me suis libérée. Et ensuite, donc, après l'écriture, ben, on m'a demandé, on est venu vers moi me solliciter pour des ateliers d'écriture. Et ensuite, pour des accompagnements à l'écriture. Je n'avais pas du tout prévu tout ça. Et au début, d'ailleurs, c'était compliqué pour moi parce que toi, c'était intuitif. Mon écriture est tellement intuitive, tellement automatique, tellement simple, que quand on vient me demander, mais apprends-nous à, je leur dis, mais je ne sais pas comment je fais. Donc, c'était assez drôle parce que j'avais dû reprendre un de mes livres, le relire et décortiquer. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Pour comprendre ce que je faisais, parce que je ne savais pas. Et quand je le disais aux gens, ils me disaient, mais non, la façon dont tu termines tes chapitres, les endroits où tu mets du suspense, comment tu fais, mais je ne fais pas. Ça vient. Ça vient et j'exécute. Donc, j'ai dû déconstruire deux de mes livres pour comprendre ce que les autres voyaient, et noter et entamer les ateliers d'écriture. Et ensuite, après les ateliers, on m'a dit, non, non, on veut plus. On veut que tu nous accompagnes dans l'écriture. Comme coach. Comme coach. Voilà. Et j'ai entamé ça. Ça fait 2 ans maintenant. Et c'est un bonheur extraordinaire parce que c'est beaucoup de femmes qui viennent à moi. Les femmes qui viennent à moi, elles ont des histoires que j'aurais pu écrire en tant que romancière. Donc, je prends autant de plaisir à écrire mes romans qu'à les accompagner. Et c'est des partages d'émotions très, très, très forts. J'imagine comment ça doit être. Ces espaces où, en fait, tu reçois autant que tu donnes. Complètement. Complètement. Et j'assiste en direct à l'éclosion de certaines personnes. À des renaissances. À des renaissances. J'assiste en direct à des fardeaux qu'enfin on dépose. C'est d'ailleurs pour ça qu'une amie m'a surnommée la doula en écriture. C'est pas mal. Doula, donc celle qui accouche. Et réellement, je sens des fois que des histoires douloureuses que j'aide ces femmes à accoucher, c'est très, très, très fort, très puissant. Et très enrichissant. Je te confirme que c'est... Waouh. T'as d'autres casquettes encore? Ne demande pas à mes enfants parce qu'en fait, j'en oublie. J'ai une boutique à la rue Frébeau d'objets d'art africain. En fait, j'en oublie des fois quand je donne mon CV. Mes enfants disent, oui, mais maman, tu as oublié ça, ça, ça et ça. Toi aussi, tu as le CV qui part multiforme. Dans tous les sens. Si, moi j'ai un truc, comme je suis bien sur Facebook, tu as aussi une association et tu vas régulièrement au Bénin pour connecter avec des enfants. Alors. Oui. J'ai une association, l'association Vignalé, c'est assez spécial. En fait, mon père, comme disaient deux amis à lui, c'était une fondation à lui tout seul. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une personnalité incroyable et qui était une grande personnalité au Bénin. Donc, il a pu retourner d'ailleurs? Pardon? Il a pu retourner? Non, il avait voulu rester. Il n'a jamais voulu quitter le Bénin. Vous êtes Nous, partis? on est partis, mais lui, il a dit, voilà, quoi qu'il arrive, je reste et je ferai partie des bâtisseurs de ce pays. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui avait une passion pour son pays, pour sa région, pour son village. Et comme c'était une personnalité connue, etc., en fait, une fois par an, il invitait les grands du pays, les ministres, les hommes d'affaires, etc. Il faisait un banquet absolument extraordinaire. C'était un grand gourmet. Hein. Il y avait les vins les plus fins, etc., les champagnes, les saumons fumés, au Bénin. Et une fois que tout le monde s'était bien régalé, tout le monde connaissait la règle, tout le monde sortait son chéquier. Et il disait, Nathalie, tu es devenue l'une des plus grandes femmes d'affaires du pays là, cette année. Mais écoute, je regarde dans mon cahier, l'année dernière, tu m'as donné 1 million. Écoute, on va doubler la mise cette année, Nathalie. Et qu'est-ce que Nathalie faisait? Elle sortait son chéquier et puis elle faisait les 2 millions. Et comme ça, il récoltait de l'argent. Et une fois, donc avant la rentrée, mois d'août, sous le grand arbre à palabres de son village, tout le monde savait que là, c'est aujourd'hui qu'il y a René Dossa, ses bonnes œuvres. Et il y avait des tables qui faisaient, je ne sais pas moi, il y avait peut-être 50, 75 mètres de table. Ça commençait par les tailleurs, parce que les enfants ont un uniforme là-bas. Donc les enfants venaient, on prenait leurs mesures. Même le tailleur prenait leurs mesures. Hein. Ensuite, les fournitures. Ensuite, si tu as besoin de chaussures, ensuite, tu as besoin de sous-vêtements. Et tous les alentours venaient et c'était ça. Et après, en plus, quand il y avait les fêtes, Noël, machin, il allait dans les écoles. Mais nous, on a grandi au milieu de ça. Sauf que quand il est mort,
Nous, on porte son nom, mais on n'a ni ses moyens, ni ses amis. Et ni sa tchatch. Ni sa tchatch. Mais les gens, nous sommes les enfants d'eux. Oui, donc vous êtes la référence. Donc, ils attendaient qu'on prenne le relais. Bon, nous sommes 5 enfants, il y en a 3 eux, ça n'a même pas été une question pour eux. Voilà. Et puis, il y a un de mes frères et nous se regarde. C'est quoi? Et on a dit, ben non, on n'a ni les moyens, ni les amis de papa, donc on ne peut rien faire. Donc, c'est resté comme ça en stand-by. Et puis, il y a 7-8 ans, j'ai une amie, une cousine, qui m'appelle, qui me dit, mais quand même, Coco, c'est pas normal, etc. Et puis, cette cousine disparaît brutalement. Et je vais au pays, je vais au Bénin, je vais dans l'école primaire de mon père. Et là, on était un groupe en fait. C'était un voyage, on était un groupe. Et tu as la moitié des enfants qui viennent sur moi. Ils ne me connaissent pas. Ils ont entre 6 et 11 ans. Mon père est mort il y a 18 ans. Moi, je ne suis pas dans le pays. Qu'est-ce qui a fait que ils viennent tous sur moi? J'ai une amie qui a pris les photos et quand j'ai vu les photos, parce que moi, je ne réalisais pas. Pour moi, tout le monde était envahi comme moi. C'est quand j'ai vu les photos, j'ai vu qu'il y avait un grand vide et moi. Et là, ça a été instantané. Je n'ai ni les amis, ni les moyens de mon père, mais je fais ce que je peux. Et comme je t'ai dit, je ne réfléchis pas beaucoup. Je prends la décision. Une semaine plus tard, je suis en Guadeloupe. 10 jours plus tard, l'association était créée. Donc, on a commencé, on a décidé de prendre en charge les frais scolaires d'enfants défavorisés. Donc, au début, on avait avec la directrice, donc celle qui fait la sélection, en fait, qui dit, tel enfant a du potentiel, mais va probablement arrêter au CM1 ou au CM2 parce que ses parents ne peuvent pas. Donc, on a commencé comme ça et ensuite, j'ai entraîné mes amis avec moi qui ont accepté d'être des marraines et qui cotisent 15 euros. Là, ça vient de passer à 19 euros. Ils cotisent 19 euros par mois pour parrainer un enfant. Donc, avec ces 19 euros, on a toutes les fournitures scolaires, hein, on a le réassort toute l'année. Et depuis, donc, on a créé l'association il y a 3 ans et demi. Et depuis 2 ans, ben, on a ouvert une cantine pour nos petits. On avait 24 petits, sauf que c'était assez drôle, si on veut dire. Parce que dès le départ, la directrice m'appelle et me dit, ben, Madame Dosson, on a un souci. C'est que nos petits qu'on a sélectionnés, ils ont des frères et sœurs qui, eux, n'ont pas été sélectionnés. Mais le matin, tu as 3 frères et sœurs qui quittent la maison pour venir à l'école. Le soir, tu peux pas un qui rentre le ventre plein et les 2 autres le ventre vide. Donc, dès le départ, on s'est retrouvé à nourrir 60 enfants, c'est-à-dire nos petits et les frères et sœurs. Et c'est vraiment le terme aventure humaine a toute sa place parce que ça a 3 ans et demi. Ils ont l'habitude dans ces villages-là à ce que des associations débarquent, leur offrent 2-3 choses et repartent. Non, quand on a débarqué, même si j'étais une enfant du pays, bon, ils n'étaient pas sceptiques, ils prenaient poliment. Et il a quand même fallu presque 2 ans et demi pour qu'on réalise que mais ces gens-là sont vraiment là pour nous accompagner. C'est pas juste un one-shot. Voilà. Et là où ça s'est vu, ça a été magnifique pour moi, c'est qu'au départ, avec la directrice, on avait demandé, on avait un document, on remplissait un peu les enfants, qui êtes-vous, vos enfants, vos frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez faire? 80-85% des filles voulaient être religieuses. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen socialement de sortir de leurs conditions et de changer de tranche sociale. C'était être religieuse. Et quand on a refait le questionnaire il y a 6 mois, ça a changé. 85% veulent être commerçantes, médecins, chefs d'entreprise, etc. et tout, parce que là, il leur a fallu 3 ans quand on leur a dit, on sera avec vous jusqu'au bout. Si vous voulez arrêter en 3e et être menuisier, on va vous aider. Si vous voulez être médecin, on va vous aider. Si vous voulez être institutrice, on va vous accompagner. On prend l'engagement. Il a fallu 3 ans pour qu'ils se disent, mais ces gens-là, ils sont sérieux, quoi. Ils sont vraiment là. Et on a le droit de rêver à autre chose. Et là, c'est juste c'est une aventure super. C'est cadeau, là. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai adoré chacune des étapes, mais il est évident pour moi que la dernière partie de ma vie ne sera consacrée qu'à ça. Très clairement. Très clairement. Qu'est-ce qui peut vous nourrir plus que ça, quoi? C'est clair. Continuez à écrire quand même. Parce que je non, vraiment... non, l'écriture, c'est plus une question en fait. C'est évident. L'écriture,
C'est pas est-ce que ou est-ce que, non. Mhm. L'écriture, c'est une évidence Ouais. que je vais poursuivre l'écriture. Yes. Oui. Donc moi, j'ai la chance d'avoir lu le petit dernier, Oui. All We Need Is Love. On va en parler un petit peu. Mais sinon, là, j'ai aussi, c'était le quatrième celui-là. C'était l'avant-dernier, Un rayon de Un rayon soleil de entre soleil nos entre vies, nos vies, jaune, avec la couleur, belle couverture choisie par Erol. couleur chakra du soleil. Les autres, on va les nommer quand même, les petits. Alors, le premier, c'était 15 kilos. Ouais. 15 kilos, non, j'avais écrit ça parce que j'avais une longue expérience des régimes Mhm. et une longue lutte contre le surpoids. Et ensuite, quand j'ai fini 15 kilos, j'ai écrit Liane, Ouais. où j'aborde la même thématique, mais de façon un peu différente. Ouais. Et Violette, qui est la suite de Liane. D'accord. Ensuite, j'ai écrit un roman qui s'appelle Le Coucou, que je publierai peut-être un jour, Mhm. mais c'est un roman qui s'est imposé à moi. Je ne pouvais pas poursuivre l'écriture si je n'écrivais pas ma biographie. Ok. C'était juste, voilà. Tu as le choix, Corinne, Mhm. ou tu poursuis, ou tu m'écris, ou tu n'écris plus. Ouais, donc Donc, je l'ai écrit, ça a Mhm. été assez dur. Et puis, c'est quand je l'ai terminé que j'ai compris qu'il n'était pas destiné forcément à être publié pour l'instant. pour Ouais. l'instant. Et j'enchaîne. Voilà. Ok. Et tu as aussi les cahiers magiques. J'ai les cahiers magiques, que mes amis m'appellent ma sorcière bien amie. Les cahiers magiques, parce qu'en fait, j'utilise énormément l'écriture pour tout, Mhm. pour aller mieux, euh, pour aller mieux et pour faire advenir des choses dans ma vie. Tous mes projets, toutes mes intentions, tous mes espoirs, tous mes rêves, toutes mes révoltes, toutes mes colères, j'utilise énormément l'écriture. Tu dirais donc que l'écriture te permet d'amener de l'invisible à la matière, quelque Complètement. part. Ah, Ça te très permet clairement. d'accoucher. Ah oui, oui, oui. Là, Mhm. moi, j'ai zéro doute dessus. Pour moi, c'est Mhm. du 100%. Du 100%. Et d'ailleurs, je vais te dire à quel point, c'est que parfois, dans certains cahiers, notamment dans mon cahier de vie, que j'utilise juste une fois par an, Mhm. je décris un peu mon année, mais de façon automatique. Je Ouais. ne dis pas je veux faire ci, je veux faire ça. Je me concentre et je laisse couler. Mhm. Et je suis parfois surprise de ce qui sort, à tel point que lorsqu'il m'arrive quelque chose d'absolument extraordinaire, inattendu, je reprends le cahier, je me dis, mais ça sort d'où ça? Et je vois Et que c'était dans le j'avais cahier? noté au mois de Ah, mai que telle chose adviendrait. Et donc, je fais vraiment, redis comment tu l'as exprimé? de, Je fais venir l'invisible du visible dans la dans la matière. matière, totalement. Mhm. Et donc, mes amis qui ont maintenant l'habitude, qui me disent, mais t'es une sorcière, elles me disent, mais dis-moi comment tu fais. Je leur ai dit, OK, je me suis enfermée et j'ai écrit ces carnets-là dans lesquels je donne Ah ben voilà ce qu'il vous reste à ma faire pour méthode devenir et sorcier. voilà. En fait, on est Et tous on sorciers, est tous sorcières, sorciers, mais on peut certains, avoir besoin voilà, d'un oui, déclic ou oui, d'une soit, petite voilà, aide. exactement, Mhm. exactement, d'un support, Ouais, voilà. On a besoin qu'on vous le rappelle. ouais, c'est ça. Il y a ceux qui s'en souviennent tout le temps, Mhm. il y a ceux qui s'en souviennent, qui ont des ellipses, Ouais. il y a ceux qui l'ont totalement oublié. Et ce cahier magique, bon, c'est juste pour vous, comme rappel, Mhm. et pour vous montrer votre puissance. Yes, ah, on parle la même langue. Oui. Alors moi, je l'ai lu en, allez, 5 jours, 5 soirées, parce que j'aime bien lire le soir dans mon lit. Mhm. J'ai eu l'impression, en fait, de revivre l'énergie que je vivais à l'époque où je regardais Sex and the City, tu Mhm. sais, Mhm. mais en plus authentique et vrai. C'est à l'époque où il y avait Sex and the City sur Mhm. la télé. Mhm. Il y a un truc que j'adorais, en fait, de l'énergie des femmes entre elles, comment elles sont, mais ça restait quand même très superficiel. Et là, je suis rentrée dans l'histoire, donc c'est l'histoire de combien, il y a combien 8 d'héroïnes? femmes. Elles 8 sont 8 femmes. femmes. Donc, ces 8 femmes, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est à la fois universel, c'est 8 femmes qui pourraient être de partout dans le monde, mais en même temps, dans certains détails, on voit très bien qu'elles sont en Guadeloupe, Mhm. et du coup, je me retrouve aussi Mhm. dans cet angle-là, et je ne sais pas comment dire, il y a eu un mélange à la fois, c'est comme un conte universel, mais aussi qui parle à, mais c'est l'une qui vit sur une île maintenant, Mhm. et je me suis dit, mais j'ai envie de vivre ces mêmes Mhm. rencontres avec ces Mhm. femmes, j'ai envie Oui. de les rencontrer en vrai, où est-ce qu'elles sont? Oui. Bon, mais faut croire qu'elles existent, mais elles sont sorties de mon Tu imagination. t'es inspirée de tes amies, de comment elles sont En fait, arrivées? quand on est romancier,
je crois que j'ai des cases Mm. dans ma tête quelque part et que dès que je suis témoin de quelque chose ou que j'assiste à une scène, à un dialogue, ça se range dans une case. Tout est nourriture, en fait, alors, Tout, absolument tout est nourriture. Et en même temps, j'ai beaucoup d'imagination aussi. aussi. Et donc, quand j'écris, il y a une sorte d'alchimie Entre les cases. voilà, entre les cases qui ont été rangées Ouais. et mon imaginaire, qui fait que, aussi bien dans ce livre que dans celui-là, Mhm. les gens me disent, mais c'est pas possible, tu parlais de moi, ou tu parlais de ma cousine, ou de ma voisine, Bah, c'est ça, moi, j'ai eu ou je l'impression connais de dire, quelqu'un qui, mais ou c'est je moi, connais, ça. voilà. Et donc, je me nourris donc de tout. Donc, non, je ne les connais pas, ces femmes-là, Mhm. mais c'est les bouts de beaucoup Ouais. de choses que j'ai entendues et mon imaginaire a fait le reste. Et si tu te rappelles la première histoire, qui est quand même assez forte, euh, un peu dure, Mhm. et eh ben, depuis, il vient de sortir le livre, Mhm. j'ai déjà 3 femmes qui m'ont dit que c'était leur expérience. Mhm. Tu veux dire, le truc là, même moi quand je l'écris, je me dis, bon, mais là, tu es en train de nous faire du télénovela, c'est pas possible. Et ouais, mais bon, les telenovelas, je pense qu'ils s'inspirent aussi de la Et réalité, hein. voilà, et la vie a bien plus Mhm. d'imagination que les romans. Donc là, il y a déjà 3 femmes qui m'ont dit, mais c'est pas possible. Mhm. Mais tu as raconté ce que j'ai vécu, ces 2 événements simultanés Ouais. qui se croisent, j'ai vécu ça. Et c'est vrai que les témoignages que j'ai depuis un mois qu'il est sorti, c'est ça. Mais tu racontes nos vies, tu nous Mhm. racontes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que généralement, on me dit, au départ, je pensais que je ressemblais plutôt à telle héroïne, Oui, ouais, je vois ce que mais tu à veux la dire. fin, je me Finalement, retrouve dans toutes. mhm. Et j'aime infuser cette universalité-là dans mes romans. Très Mhm. clairement. Très En tout clairement. cas, c'était vraiment un régal. Donc, que je vous le conseille, que vous viviez en Guadeloupe ou pas, d'ailleurs. Parce que c'est vraiment, ça touche vraiment des codes universels, des, Mhm. moi comme toi qui sommes vraiment dans la sororité aussi, Mhm. ça nous rappelle Ah que oui. peut-être que nous aussi, c'est à nous de sortir de notre bulle et d'aller connecter avec des femmes, de peut-être proposer des espaces comme Ouais. ça où on peut régulièrement se voir, se soutenir, Mhm. s'entraider, déposer, parce qu'on Mhm. vit des vies quand même Oui. un peu folles, justement, on va Oui. venir au chaos là. Oui. Et je pense que tout ce qu'on est en train de traverser, comme crise, comme... C'est important d'avoir vraiment cette force intérieure, soit Oui. avec soi-même, ces moments de silence, comme tu Oui. partageais. Mais je pense qu'on est des mammifères et qu'on a besoin aussi de rencontrer d'autres personnes et de créer des safe spaces pour pouvoir se déposer et être tel qu'on est. Donc, c'était ça aussi que ça m'a rappelé ce livre. Moi, je suis très heureuse quand j'ai des femmes qui me disent, mais tu sais, moi, je n'étais pas jusque-là une femme à femme. Je Hmm. n'étais pas une femme qui croyait à la sororité. J'étais une femme qui se méfiait Mais oui, on des autres a... femmes et Merci le qui, patriarcat. voilà, et qui se dit non, les relations, les amitiés féminines, ça finit C'est toujours concurrence, c'est c'est la concurrence, jalousie. c'est la trahison, c'est la Hmm. jalousie. Et tu sais, j'aime beaucoup, j'espère, en tout cas, on me le dit et j'en suis heureuse, quand on dit il ne faut pas dire, il faut être. Hmm. Donc, ces femmes-là voient comment je suis, comment à toutes les étapes de ma vie, j'ai toujours eu une bande d'amis femmes. Hmm. Toujours, au primaire, au collège, au lycée, à l'université, À la banque, à au la banque, au restaurant. resto. J'ai toujours eu une bande d'amis, mais Hmm. d'amis solides, Ouais. fiables. La sororité, vraiment, je la vis au quotidien. Hmm. Et je suis heureuse quand des femmes me disent, merci de nous y faire croire et tu m'as donné Ouais. envie de moins me méfier de mes Ouais, congénères c'est ça, et complètement. Ouais. d'ouvrir mes bras à l'amitié et à la sororité. Je dis, mais Hmm. si vous saviez, moi, je ne peux pas imaginer ma vie Ouais. sans amis. À chaque étape de ma vie, j'en ai eu. Et je voulais parler donc de la sororité. Je Hmm. voulais parler de la Guadeloupe, comme tu dis, que Ouais. j'aime profondément, profondément. Et c'est voilà, c'est tous ces thèmes-là qui se retrouvent dedans. Mais c'est Hmm. vrai que l'amitié, et moi, je sais que dans les périodes difficiles de ma vie, je ne sais pas ce que je serais devenue sans mes amis. Ouais. Je ne sais pas. Et c'était génial de savoir que elles sont là. Hmm. Quoi qu'il arrive, elles sont là. C'était mes psys, c'était mes médecins, c'était tout. C'était mes Ouais. enseignantes et j'espère leur en rendre autant. Hmm. Yes. J'ai plein de questions pour toi, mais il faudrait peut-être faire un deuxième épisode. Oui. Mais je vais en garder quand même deux. La première, c'est tu m'as avoué quelque chose la dernière fois, quand tu m'as offert le livre Mhm. à la répétition.
Il va y avoir une suite. Oui, il va y avoir, oui, il va y Est-ce avoir qu'on peut le une, dire là? Ou est-ce que oui, pour l'instant, oui, 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 on peut dire qu'il va y avoir une suite dans laquelle la parole sera largement donnée aux hommes. Même si je leur ai déjà donné la parole Mhm. ici, c'est toujours intéressant d'avoir les deux points de vue Mhm. sur une thématique, Sur celle-là en plus, sur de celle-là en plus. l'amour. Ouais. Et comme j'avais entamé l'écriture de ce livre pour répondre à des questionnements que j'avais, Mhm. ben, je suis aussi très égoïste. C'est Donc, pour ça qu'il fait ça en fait. donc c'est pour moi, je vais poursuivre, Mhm. je vais continuer l'écriture pour avoir d'autres réponses Mhm. qui ne me seraient peut-être pas venues naturellement. Mhm. Mais comme là, en écrivant, je me mets dans la peau d'un autre, Mhm. ben, mon conscient et mon subconscient captent Bah tout, oui. voilà, ce qui est autour de la masculinité et de la manière dont ils vivent. Yes, les hommes aussi vont avoir la Yes, parole grâce à Corinne. exactement. Et donc pour la dernière question, ma chère Corinne, j'aimerais savoir comment tu danses avec le chaos. Ah, j'aime danser avec le chaos parce que j'ai vraiment compris, ben, ça pareil, hein, il a fallu un peu quand j'ai découvert le développement personnel, donc c'est le développement personnel d'une certaine manière qui m'a fait déserter Hmm. mon mariage. Ah, merci le développement personnel. Hein. Donc, c'est divorce, je change de Ah métier, oui, je change je de change lieu de vie. tout. Mais j'ai vraiment pu accepter tout le chaos Hmm. qu'il y a eu dans ma vie et toutes ces larmes se sont transformées en sourires. Mais réellement, Hmm. réellement, je me dis, mais j'aurais été une coquille creuse sans le chaos. Hmm. J'aurais été un bel objet lisse, sans aspérité, sur laquelle la vie pourrait se greffer. Hmm. Et tu sais, j'aime bien quand on dit que c'est par les fêlures que la lumière entre. Oui. J'aime beaucoup cette expression. Hmm. Et le chaos, c'est ça. Le chaos, il intervient pour nous ouvrir à Hmm. autre chose qui va nous enrichir, qui va rentrer en nous et nous enrichir. Donc aujourd'hui, quand le chaos surgit, déjà, je comprends qu'il a sa place. Ouais. Du coup, Il tu a sa place. résistes pas. Donc, je ne Hmm. résiste pas. Au contraire, je parle avec lui, hein, je lui dis, OK, c'est pas du tout agréable ce que tu me fais vivre a priori, mais je suis ouverte, je suis curieuse de savoir où tu vas me mener. Et comme jusqu'aujourd'hui, monsieur, madame le chaos, chaque fois que vous êtes entré dans ma vie, ça a été pour un plus, Pour un cadeau. pour un cadeau. Je suis curieuse de voir le cadeau que c'est. Donc oui, c'est pas agréable, mais je garde une certaine sérénité. Hmm. J'avoue que je suis assez fière de moi pour ça parce que je, euh, je ne dis pas que j'attends le cadeau, mais je reste dans la Oui. curiosité. Ça, c'est un mot vraiment, je pense. Curiosité, Oui, ça change tout. Hein. complètement, Hmm. complètement. Et c'est parce qu'on est curieux qu'on arrive à voir Oui. ce qui arrive, ce qui surgit, Ce qu'il y a ce derrière. qu'il y a derrière. Et donc, en plus, moi, j'adore danser. Donc, oui, je danse avec le chaos, avec beaucoup de curiosité Hmm. et beaucoup d'humilité. Oui. Je pense que c'est l'humilité aussi qui fait accepter le chaos. Hmm. Parce qu'on admet que ben, tu ne sais pas, quand tu vois sur ton petit tableau là Hmm. qui fait juste 3,5 cm, alors qu'il y a tout l'univers. Ben oui. Donc, j'essaie d'avoir l'humilité de me dire, ben, ce que je ne vois pas et que l'univers lui voit, Hmm. je suis curieuse de voir ce qui va éclore de tout ça. Donc, curiosité et humilité. Voilà, complètement. Yes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Corinne? De toujours conserver ma joie de vivre. Je suis une gamine, mais ad vitam aeternam, c'est pas possible. J'ai 3 ans et demi d'âge mental. Vraiment, pour moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça, c'est que je conserve cette ouverture à l'émerveillement, réellement, réellement. Merci à toi. On se fait un petit hug, Carrément. comme c'est ta médecine. Un grand, grand merci. Mais merci à toi. Je suis tellement, tellement heureuse Ben, moi aussi. de cet échange et de cette
de cette rencontre Ouais, qui avait commencé et qui se poursuit naturellement. exactement. Ouais. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez partager avec Corinne ou avec moi ou nous poser des questions, mettre les commentaires sous la vidéo ou sous l'audio. Et je vais mettre évidemment tous les liens pour que vous puissiez continuer à suivre Corinne. C'est un site avec, on peut acheter tes livres du coup via ton Oui, site. oui, tout à fait. Et puis tu participes, tu organises aussi des événements ici en Guadeloupe J'organise des et événements. à Paris quand tu vas. À Paris aussi, quand j'y vais. Donc, restez connectés sur mon Instagram, sur Voilà, mon Facebook. Et puis, pour les accompagnements à l'écriture, pareil, on peut me contacter par Instagram ou par Facebook. on a Ouais. organisé une retraite d'auteur. Ok. J'ai, Why not? on pose, on plante les graines et On on pose voit. ça complètement. Complètement. C'est devant vous qu'on le fait en plus. Hein. Voilà. Donc on vous tiendra au courant. À bientôt. Merci. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.